Bonjour, bienvenue. C'est vraiment super qu'on soit aussi nombreux. Tant pis pour les retardataires, ils nous rejoindront, ceux qui viendront. Donc bienvenue à la galette des patriotes en Essonne. Donc j'ai vu des têtes connues et puis des nouvelles têtes aussi, et ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il faut se rendre compte que sur le département, sur l'Essonne, nous sommes entre les adhérents et les sympathisants. J'ai personnellement une liste de 940 personnes, ce qui est énorme. On est vraiment... voilà. La plupart d'entre nous, je pense que Florian, notre président, le répète suffisamment, mais nous sommes un des plus gros partis de France. On dit souverainiste, mais c'est un des plus gros partis de France. Nous sommes plus de 42 000 adhérents. Bravo. À jour. Donc, alors, c'est vrai que tous les jours, des gens nous rejoignent, des compatriotes, et ça fait vraiment plaisir d'où qu'ils viennent, qui se considéraient avant de gauche, de droite, ou apolitique ou autre. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'occasion de reprendre le destin du pays en main, de reprendre notre propre destin, parce que si le bateau coule, on coule avec lui. Et donc aujourd'hui, c'est plus une question de guéguerre droite-gauche, il y a des idées bonnes partout. Et nous nous situons au-dessus des partis parce que nous sommes souverainistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous promet un SMIC à 1600, quand on vous promet, oui, tous les illégaux à Lampedusa, parce qu'il y en a tous les 3 jours, il y a 8000 personnes qui débarquent. Quand on vous promet, enfin plein de choses comme ça, ils ne peuvent rien faire parce que plus de 80% de nos lois émanent de directives européennes. Est-ce que vous imaginez ça? C'est énorme. C'est-à-dire que nous croulons sous la bureaucratie élue par personne de Bruxelles. Nous croulons sous ça. Donc, c'est-à-dire ceux qui nous disent on va la changer de l'intérieur, on va faire des choses, vous inquiétez pas, on va bouger tout ça, c'est faux, c'est faux. Rien ne bougera, rien ne bougera. Aujourd'hui, nous devons juste dire au revoir à l'Union européenne, nous devons dire Frexit. Voilà, Frexit. Donc, aujourd'hui, nous devons, comme on le sait, nous payons, nous sommes un des contributeurs nets de l'Union européenne avec l'Allemagne, un peu l'Italie, très peu l'Italie, mais elle est contributeur net également. Et avant cela, nous avions l'Angleterre qui a eu la bonne idée de partir. Sauf que c'est vrai que certains nous disent le Brexit, c'est une catastrophe en fait. Vous voyez un tout petit peu, ils croulent sous l'immigration illégale, ils ne s'en sortent pas. En fait, ils s'en sortent mieux que la plupart des pays qui sont enchaînés comme un boulet au pied de l'Union européenne. Ils s'en sortent nettement mieux. Et puis d'autre part, ils n'ont pas fait le Brexit jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour eux, ils sont toujours dans la CEDH, dans la Cour européenne des droits de l'homme, et ils sont toujours dans la CJUE, dans la Cour de justice de l'Union européenne, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand ils ont des illégaux qui arrivent, c'est 20 000 par personne expulsée. C'est comme ça que ça fonctionne. Et chaque pays, c'est pareil. J'avais pris la parole lors de notre événement devant l'ambassade de Roumanie. Et parce que moi-même, c'est-à-dire je suis d'origine roumaine du côté de ma mère. Et en fait, c'est juste pour vous donner, parce que c'est vrai que souvent quand on parle d'immigration, de tout ça, c'est très émotionnel. Et tout de suite, on en arrive à se prendre le bec pour des choses comme ça. Mais c'est du bon sens. Regardez un peu ce qui se passe en Roumanie. On va parler de quelque chose d'un peu plus loin, qui nous touche moins pour la plupart. Mais la Roumanie, il y a 4 millions de Roumains qui sont à l'étranger, qui sont allés chercher une vie meilleure chez eux, à l'extérieur. 4 millions. Et 25% des 25 à 40 ans sont à l'étranger. Autant dire que c'est une hémorragie pour le pays. Les forces vives sont à l'extérieur. Un pays ne peut pas se relever de 25% de 25 à 40 ans à l'étranger. Ils ne peuvent pas se relever. Et puis pire que tout, il y a les terres. Les terres, nous rencontrons ce même problème, vous pourrez faire un peu le rapprochement avec ce qui se passe en France. Mais en Roumanie, eh bien, 10% des terres appartiennent à des extra-européens. Et 20 à 30% appartiennent à des Européens, mais de l'Union européenne. C'est 27 personnes, enfin c'est des milliardaires, des gens... Vous imaginez, 40% des terres roumaines n'appartiennent plus aux Roumains. Ne parlons pas de l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui,
on est en train de parler de 40% des terres ukrainiennes qui n'appartiennent plus aux Ukrainiens. Et ils ont eu presque 1 million de morts. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer comme un peu en Roumanie, par exemple. En Roumanie, ben, ils sont remplacés, parce qu'eux, ils nous remplacent, ou ils remplacent ailleurs, ou je ne sais pas quoi. Voilà, et en fait, en Roumanie, il y a des Soudanais, il y a des Vietnamiens, mais en masse, hein, c'est pas 1, 2, 3, 10, 1000, voilà, c'est pas ça, 10 000, non, non. Il y a des Tibétains. Il y a de tout. Et dans le meilleur des cas, il y a des Moldaves qui font partie de l'ancienne grande Roumanie, en fait. Hein. Donc voilà, c'est un peu partout les chaises musicales. C'est-à-dire que nous avons affaire à une caste mondialiste qui nous veut apatrides, tous autant que nous sommes. C'est-à-dire que tu peux être maghrébin, tu vas être remplacé par les subsahariens. Tu peux être subsaharien, tu vas être remplacé par d'autres. Tu seras toujours remplacé. Parce que comme ça, tu es totalement anesthésié et dans l'incapacité de te battre. Tu ne seras attaché à rien. C'est ce qu'a dit Klaus Schwab, il avait dit au Forum économique de Davos. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Comment on peut être même pas la terre sous ses pieds? Enfin, je veux dire, rien ne vous appartient. C'est quand même incroyable. Donc, c'est-à-dire que là, nous sommes dans cette optique-là et dans cette lutte et dans cette communication auprès de nos compatriotes qu'ils se réveillent. Je veux dire, Français, réveille-toi, réveille-toi. Parce que c'est ce que j'avais dit aussi, je parlais des Roumains parce que c'est plus facile, parce qu'il y a moins d'émotionnel. Et je dis, voilà, vous partez, mais demain, vous voudrez rentrer chez vous, il n'y aura plus de chez vous. C'est terrible, c'est terrible. Et moi, je trouve que c'est quand même formidable de se dire que ce mouvement, notre mouvement qu'on est en train de construire au jour le jour ensemble, eh bien, en février 2020, nous étions moins de 2500 adhérents. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 42 000. C'est que ça fait écho. Bravo. Donc voilà. Alors, et puis, nous découvrons aussi, mais ça, vous en avez entendu, l'USAID, enfin, tous ces micmacs dans tous les sens. On a connu les passes vaccinaux, la tyrannie sanitaire. Et je me dis, on est encore là et on est de plus en plus déterminés, de plus en plus nombreux. Donc, on va s'en sortir. Oui. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est vive les patriotes, vive la France libre, voilà, et vive notre combat à tous, vive nous, parce que c'est nous qui allons le faire vivre. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, nous avons une petite surprise de notre président Florian Philippot. Il n'a pas pu venir parce que je lui ai quand même posé la question. J'imaginais qu'après le retour de la réunion de l'île de la Réunion, où il y a eu 2 réunions coup sur coup, où il a fallu carrément faire tenir les gens à l'extérieur dans le jardin tellement c'était plein. Eh bien, il nous envoie une vidéo en fait pour notre réunion. Voilà. Donc, je sais pas si Bonjour chers amis, chers patriotes, c'est bien volontiers que j'ai répondu à l'invitation d'Ouba, votre référente de l'Essonne, de faire cette petite vidéo, ne pouvant malheureusement pas être avec vous physiquement pour cette belle journée, mais je crois qu'on sera nombreux à se retrouver samedi prochain, le 22 février, pour la manif nationale pour le Frexit dans les rues de Paris. Frexit, plus urgent que jamais, plus d'actualité que jamais d'ailleurs. Oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé être avec vous, mais partager cette galette des rois, entendre Alexandre vous parler de cette dégringolade historique de la FNSEA au bénéfice d'agriculteurs beaucoup plus souverainistes. Alors ça ne va pas encore assez vite, assez loin, mais quand même, il faut mesurer le chemin parcouru, la rupture, et se dire qu'on est quand même sur la bonne voie, d'autant qu'en cette année 2025, qui était très différente des autres, qui était époustouflante, qui est très intéressante, tout nous porte. Cette révolution américaine avec Trump, J.D. Vance, Elon Musk, Kennedy Jr., confirmé cette semaine, ce réveil des souverainetés nationales, cette volonté de liberté, et l'Union européenne qui incarne de plus en plus une contre-révolution mondialiste qui se replie sur elle-même, qui veut aller vers la guerre, vers la censure, vers la ruine. Alors ça veut dire que ce sont pour nous des combats. Et que notre mouvement, il est parfaitement outillé intellectuellement, outillé du point de vue des idées, des convictions, du cœur et de l'action. Parce que nous sommes un mouvement, vous le savez, qui est dans l'action permanente, qui est sur le terrain, qui est dans le rassemblement. On a tous les outils pour gagner. Et nous allons gagner. Parce que nous avons cette ferme volonté
de bien utiliser ces outils. Et je sais que nous avons dans nos départements, l'Île-de-France et partout en France, et je l'ai même constaté à des milliers de kilomètres de la métropole cette semaine, puisque j'étais allé voir nos amis patriotes de la Réunion, très très nombreux, j'ai constaté que partout c'est l'ébullition, c'est l'effervescence. Alors faisons de cette effervescence une action concrète et une victoire. Tous les jours, il faut travailler. Tous les jours, il faut tracter, il faut coller des affiches, il faut aller voir nos compatriotes, il faut faire du porte-à-porte, il faut participer aux manifs, il faut signer des pétitions, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être dans la rue, il faut être partout. Et il faut leur expliquer que derrière le mur de l'euro-mondialisme, il y a un projet. Il y a un projet qui est fondé sur la vérité, la lutte contre la corruption, la liberté, la paix, la France libre, la souveraineté du peuple français, et c'est beau. Voilà. Vous parlerez de tout ça et vous en avez déjà parlé, j'en n'en doute pas, et puis surtout pour profiter de ces moments, pour passer des moments sympas entre vous. Il faut aussi qu'il y ait de l'humain, de la chaleur, de la convivialité pour créer le ciment de ce combat et le rendre victorieux. Très belle journée à tous, vive les patriotes et vive la France. Si vous voulez bien, on va faire la Marseillaise ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous lever quand même? Voilà. Vous êtes venu aussi pour entendre Alexandre Pat, qui est notre agriculteur coordination rurale. Je ne sais pas si vous avez entendu que nous sortons des élections des chambres agricoles. Et justement, la coordination rurale a raflé pas mal de chambres. Et donc, je vais inviter Alexandre à me voir. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup à UBA et à vous tous de m'accueillir ici. Ça me fait très chaud au cœur, malgré que on n'est pas tout à fait de votre département, on est du 28. Mais j'ai régulièrement des invitations de Florian sur différentes manifestations et ça me plaît énormément de venir partager avec vous notre métier. Alors, Alors, ce que je voulais juste d'abord, c'est que tu te présentes, en fait, parce que tu étais, avant les Patriotes, tu étais dans un autre mouvement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, mon histoire. Alors, quand même, avant de commencer, j'ai le bonnet de la CR. La coordination rurale. 135 €. Effectivement, on voit que vous connaissez. Donc, on a l'habitude. Mais le problème qu'on a avec la coordination rurale, c'est que c'est un syndicat et qu'ils se veulent apolitiques. Donc, je me suis fait rouspéter dernièrement par notre présidente, parce que quand je suis passé à la tribune l'autre fois à l'Arcom, j'avais le bonnet de l'ACR. Et elle m'a dit comme ça, tu peux pas. Alors que l'ACR, vous avez entendu parler déjà, qui sont soi-disant Rassemblement National. Bon, mais là n'est pas le problème. Je leur ai dit, vous avez raison. Alors la prochaine fois que je parle, j'enlève mon bonnet jaune. Comme ça, j'aurai plus de bonnet jaune. Mais je dis quand même, ça m'embête un petit peu parce que moi j'ai froid à la tête. Alors, voilà, Uba, déjà, voilà. T'as un bonnet. Voilà.
hop. Voilà, j'ai résolu le problème. Et alors, j'en ai fait un naturellement. Les Patriotes, il n'y a pas de numéro, ça sera pour Florian, puisque c'est le chef. Donc je lance filer les bonnets jaunes pour chaque département, les Patriotes avec le nom du département, comme ça, voilà. On ne pourra plus rien dire, mais on est toujours des jaunes, comme les gilets jaunes d'ailleurs. L'union fait la force. On va faire un peu comme disent les grands patrons, on va faire une joint venture, CR, Patriote. Voilà. Donc, alors, effectivement, avant d'arriver aux Patriotes, parce que avec ma femme, on a pris notre carte aux Patriotes en début d'année, on était, comment dirais-je, Reconquête. On était Reconquête, on a fait partie des amis d'Éric Zemmour au tout début, parce que cette personne parlait beaucoup à la télévision, avait une très bonne vue médiatique, et tout ce qu'il disait haut, ben en réalité, on pensait nous tout bas. Hein. Et j'avais jamais fait de politique avant, j'allais même pas souvent voter, je l'avoue franchement. Et je me suis dit, ben, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est intéressant, etc., etc. Donc on l'a suivi, et puis on s'est retrouvé en bringué, je veux dire, dans la mécanique des élections. Donc on a fait tous les meetings avec lui, on a préparé les meetings, on a loué des salles, on a fait... Là, on s'est occupé de la sécurité, on a fait Villepinte, on a fait Paris, on a fait les salles en province, on a été, comment dirais-je, aux universités d'été. Enfin, on a été un petit peu partout avec lui. Et puis, on s'est, au moment des législatives, il cherchait des femmes pour se présenter, parce qu'il fallait la parité. Donc, moi, je n'avais pas décidé de me déguiser. Et j'avais ma femme et puis ma fille. Donc, ma femme et ma fille se sont présentées. Ma femme s'est présentée en Touraine. Et puis, ma fille s'est présentée à Vierzon. Ça a été une campagne qui était très difficile parce qu'on n'avait pas beaucoup d'aide. Et on s'est débrouillé par nous-mêmes. Bon, les résultats, tout le monde les connaît. Ça n'a pas été florissant, mais ça a été pour nous, par contre, très, très enrichissant au niveau personnel. Et puis après, dans beaucoup de choses, il y a eu un petit peu des embrouilles financières après ces élections. Et donc on a dit, puisque c'est comme ça, on quitte le parti, on ne veut plus en entendre parler. Donc voilà pourquoi on est arrivé... Voilà, justement, comment c'est arrivé au Alors, Patriotes, parce que les Patriotes, c'est un peu différent quand même. Oui, de Reconquête. Tout à fait. Les gens pensent que c'est un peu... c'est du pareil au même et tout ça. Non, c'est fondamentalement différent en fait. Non. Alors, je suis arrivé tout à fait par hasard, parce que je suivais un monsieur qui s'appelle Sébastien Béraud, qui est paysan aussi dans la région du Puy-en-Velay. Et je suivais beaucoup Sébastien, et l'année dernière, j'ai rencontré Sébastien au Salon de l'Agriculture. On a longuement discuté ensemble, et puis après, il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, je viens samedi prochain à Paris pour un meeting avec donc, les Patriotes pour parler du Frexit. Alors j'ai dit, écoute, oui, ça m'intéresse, je vais venir t'écouter. Et donc je suis venu vous retrouver devant la Tour Eiffel, et j'ai fait la connaissance de Florian, qui, comme je connaissais déjà la politique avec Éric Zemmour, c'était le jour et la nuit au niveau de l'approche de la personne, parce qu'il est très facilement, enfin vous connaissez Florian, il est très facilement accessible, etc. etc. Et donc il m'a dit, écoute, si tu veux, prends le micro avant Sébastien et parle un petit peu de ton job. Je dis, attends, je ne suis pas du tout politique, je n'ai pas l'habitude de faire des discours et tout. Il me dit, mais monte, et puis tu verras, ça ira. Alors donc j'ai parlé avec lui, c'est là que j'ai fait la connaissance du bas, qui m'a dragué, tout bien, tout honneur, en me disant, mais tu sais, regarde, il y a la carte des Patriotes et tout. Je dis, écoute, j'ai dit, écoute, moi je sors déjà d'une aventure avec Éric Zemmour et Reconquête, je dis, bon, pour l'instant, on reste tranquille. Et puis voilà, et puis ça a commencé, on s'est téléphoné, on s'est reconnus, et on a parlé ensemble, et puis effectivement, on a plein d'idées ensemble en commun, et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais ce qu'il faudra juste retenir, c'est que de toute façon aujourd'hui, que ce soit le RN, que ce soit Reconquête, on le sait tous ici, mais malheureusement ce n'est pas connu à l'extérieur,
ce ne sont pas des mouvements souverainistes, malheureusement. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui sont plutôt euromondialistes, mais avec un discours qui peut attirer, qui peut paraître intéressant, parce qu'ils disent des choses intéressantes. Hein, mais le problème, c'est que les moyens ne sont pas là, et ils le savent. Et ils le savent. Et ne parlons même pas des mouvements de gauche, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, c'est très important. C'est très important de savoir ça, quoi. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que tu vois, tu es en fait céréalier, c'est ça? Oui. Alors donc... il oublie de dire une chose. Ah, c'est qu'il est Frexit depuis que je l'ai rencontré. Il était pro-européenne. Donc dans les couples. En 92, il était déjà en train de manifester à Bruxelles. Voilà. Oui, effectivement. Ah ben ça, c'est très bien. Ma femme, c'est le seul sujet de discussion à la maison, entre guillemets, c'est que ma femme est bruxelloise, donc forcément, elle est pro-européenne. Et moi, j'ai toujours été pour le Frexit, parce que depuis le début, cette Europe à 27, j'étais persuadé, que j'étais sûr et certain que ça pourrait jamais marcher. Mais bon, voilà, ça c'est le sujet. Non, mais comme quoi, c'est-à-dire que suffisamment frexiteuse pour venir ici, et puis que ça se passe super bien. L'Europe d'aujourd'hui, j'en veux pas. Ah bah voilà. C'est pas ce qu'on m'avait vendu il y a 20 ans. Oui, mais de toute façon, on va continuer. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai que l'Europe, en général, quand on dit ça va fonctionner, ça peut fonctionner, on peut faire ça autrement, c'est l'amitié des peuples, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a des amitiés de peuples, des peuples. Oui, il peut y avoir une amitié des peuples. Mais les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et nous, notre intérêt, nous sommes, contributeurs nets de l'Union européenne, donc forcément, nous n'avons pas les mêmes intérêts qu'une myriade d'autres mouvements, d'autres pays qui sont au sein de l'Union européenne, qui, eux, sont des bénéficiaires nets. Et il faut savoir aussi que tous les traités, y compris celui Mercosur, qui a été signé, on y reviendra, eh bien, ont été signés à l'unanimité. C'est pas à la majorité, ou voilà, c'est l'unanimité. Donc personne, on peut pas sortir, on peut pas gagner à ce jeu-là. On ne peut pas gagner à ce jeu-là. Il faut en sortir. Et puis on essaye de faire fonctionner un attelage totalement brinque-ballant entre ceux qui gagnent 200 € par mois et nous qui sommes à 1398 net de SMIC. Et quand on a un SMIC à 1398, on n'est pas riche. Hein. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est, voilà, tu es agriculteur et tu es... Oui, moi, effectivement. Donc je suis... Alors, j'aime pas le terme agriculteur. Voilà. Je suis paysan. Voilà. Je suis paysan. Et je suis pas chef de culture, je suis exploitant agricole, etc. Ça, quand j'entends ça, ça me met un peu des boutons. On est paysan, parce que dans le paysan, il y a pays. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et donc, on est paysan en Beauce, depuis 5 générations. L'exploitation agricole que j'ai à l'heure actuelle avec mon frère, c'était la plus grosse exploitation de la commune avant-guerre. Aujourd'hui, je suis la plus petite exploitation agricole. Pour vous dire, aujourd'hui, comme vous le savez, hein, il y a 400 000 agriculteurs encore en France. On était quelques millions dans les années 60 et aujourd'hui, on parle de 150 000 paysans d'ici 2030-2050. Donc c'est quelque chose d'affreux. Et d'ailleurs, au niveau syndical, c'est pareil, parce que c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Malheureusement, il ne faut pas se faire d'illusions. La CR, on se bat pour arriver à avoir des membres et gagner des chambres. Mais si on continue comme ça, malheureusement, la CR va diminuer aussi, parce que ceux qui vont rester, ça sera malheureusement des syndicats pro-européens, plutôt que des petits syndicats comme le nôtre, malgré qu'on essaie de se battre pour y arriver. Donc on est paysans en Eure-et-Loire. Donc l'Eure-et-Loire, c'est la Beauce. La Beauce, bah forcément, c'est, comme on a appris, c'est le grenier de la France. Bah, c'était le grenier de la France, plus exactement. Et on est les plus heureux dans le monde agricole, parce qu'on a des très bonnes terres et on arrive à avoir des rendements qui sont très importants. Donc on arrive en Beauce, à l'heure actuelle, encore à avoir des revenus qui soient à peu près corrects pour vivre, malgré que j'ai une ferme de 130 hectares aujourd'hui. Pour vous dire, 130 hectares dans les années 60, ça faisait vivre 4 personnes. Aujourd'hui, il faut à peu près 250 hectares pour faire vivre une personne. Donc vous voyez un petit peu comment ça fond. Donc il faut trouver des cultures qui rapportent un petit peu plus pour arriver à s'en sortir sur 130 hectares.
Nous, on fait du blé, des pommes de terre, du colza, du maïs et des choses diverses comme ça. Mais moi, je ne me bats pas pour ça. Je me bats d'abord pour que les jeunes puissent reprendre des exploitations. Pour que ça, moi, je me bats pour que ce soit ma fille qui reprenne l'exploitation. Et puis, j'essaye de me battre aussi pour tous les éleveurs. Tous ces gens qui essayent de vivre de l'élevage du lait, de la vache à viande, des porcins, des ovins, etc., qui sont dans des zones très défavorisées, et pour eux, vraiment, c'est la galère. Malgré tout, nous, dans notre département, cette année, on a 2 jeunes qui ont essayé de se suicider. Des jeunes qui ont repris des exploitations dans les années 2015, derrière leurs parents ou leurs grands-parents, des petites exploitations, qu'ils essayent de faire du travail à côté, mais malheureusement, ils ont du mal à s'en sortir. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une ferme où le paysan s'est fait saisir un de ses tracteurs parce qu'il ne pouvait plus payer, et donc les banques sont venues chercher le tracteur. Donc même dans notre région où on est super favorisé, malheureusement, on a de plus en plus de problèmes aussi. Voilà. Oui, mais là, par exemple, est-ce qu'on constate un changement au niveau de la possession des terres? Est-ce que, par exemple, il y a une concentration? On a l'impression de l'extérieur qu'il y a une vraie course un peu à la concentration des terres. Oui, il faut être de plus en plus gros pour espérer survivre. Là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, il faut 230-250 hectares pour faire vivre un couple. Voilà. Donc, forcément, les paysans essayent de s'agrandir. Alors, est-ce que c'est forcément la solution? Peut-être, peut-être pas. On a aujourd'hui des organismes tels que les SAFER et les coopératives, etc., qui sont dans les mains du syndicat majoritaire, la FNSEA, et qui essayent de favoriser tous ces gros regroupements. Mais tu perds de l'argent quand tu es une petite société, tu arrives à t'en sortir. Quand tu es une très grosse société, par exemple, là aujourd'hui, on a un agriculteur qui a 1000 hectares, qui fait à peu près 300 hectares de pommes de terre. Eh bien, cette année, il n'a pas récolté 100 hectares de pommes de terre. Il y a 100 hectares qui sont restés. Donc 100 hectares, ça fait un chiffre d'affaires de 15-20 000 euros de l'hectare. Vous voyez ce qu'il a perdu cette année. Donc, quand tu perds beaucoup d'argent, après, c'est compliqué. Et surtout, toutes ces grosses fermes-là, elles sont grosses. Pourquoi? Parce que les banques, ils ont prêté de l'argent. Donc les terres ne leur appartiennent pas en réalité. Ils appartiennent aux banques. Et les banques, elles suivent tant qu'ils peuvent rembourser. Mais le jour où ils ne peuvent pas rembourser, il faut savoir que ces gens-là, ils sont caution personnelle surtout, quoi. Les banques aujourd'hui, quand ils prêtent de l'argent, ils demandent des garanties énormes. Donc ils sont verrouillés par les banques. Hein. S'il y a le moindre souci, la banque derrière, elle ferme le robinet et les ferme les dispositions. Et par exemple, dans ce cas-là, quand par exemple les terres sont rachetées par les banques, enfin récupérées par les banques, puisque finalement ils n'ont pas à rembourser leurs dettes, ça appartient donc par l'hypothèque, j'imagine que c'est récupéré par les banques, et ça va où ces terres-là? Est-ce que on a beaucoup entendu parler des fonds de pension, par exemple américains, qui s'accaparaient pas mal de terres en Ukraine et autres. Est-ce que nous sommes dans la même dynamique en France? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il faut bien comprendre que quand on parle d'exploitation agricole, il y a la propriété des terres, comme vous êtes propriétaire d'une maison, et puis il y a le locataire de la maison. Et là, c'est le paysan qui cultive. Donc c'est la reprise d'exploitation. Très souvent, au jour d'aujourd'hui, les paysans, quand ils reprennent des terres, ils reprennent le droit d'exploitation, mais ils ne sont pas propriétaires des terres. Donc, si tu veux, il y a un fermage, ils doivent un fermage, et que c'est le propriétaire qui touche le fermage derrière. Donc, les exploitations, c'est rare quand... Enfin, c'est rare. Il y a des exploitations maintenant qui sont vendues en totalité, fonds de commerce et murs, mais pour l'instant, en Beauce, dans notre région, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent. Très souvent, ils sont à bail. Et est-ce que, en fait, comment est fixé le prix de la tonne de céréales, par exemple? Moi, je me suis toujours posé la question, je ne sais pas, est-ce que c'est fixé de gré à gré? C'est le marché, c'est sur des... Ouais, c'est en bourse? C'est en bourse? Ouais. Il faut savoir que c'est un paradoxe, c'est qu'on est une des seules professions à commencer à semer, on commence à travailler sans savoir combien on va gagner à la fin, et sans savoir combien on achète nos produits. Donc ça, c'est quelque chose de difficilement concevable. Et en plus de ça, c'est pas nous qui faisons nos factures. Donc, comment est fixé, pour revenir à ta question,
c'est au jour d'aujourd'hui, depuis 1992, on est sur le prix du marché international, c'est-à-dire que les céréales, c'est le cours de Chicago. Donc c'est Chicago, c'est les Américains, avec la mondialisation, qui donnent le prix de la céréale. Alors attention, quand on parle du blé, le blé à Chicago, la semaine dernière, avait augmenté et valait en euros 225 € la tonne. Mais 225 € la tonne, c'est le marché en bourse. Derrière, ce n'est pas le marché physique. Donc il y a toujours une décorrélation qui est à environ de 30 €, entre 25, 30, 35 €. Et ces 35 € là, si vous voulez, c'est la différence entre le marché boursier et le marché physique. C'est les frais d'approche, c'est les frais des coopératives. Donc un paysan qui habite à Rouen, eh bien, la coopérative ou le négoce va lui payer plus cher son blé que quelqu'un qui est dans le fond du Larzac et qu'il va falloir faire des transports pour emmener le blé jusqu'à Rouen. Donc si tu veux, c'est ces deux choses. Alors après, pour revenir sur le prix de la bourse, on dit oui, mais les paysans, vous boursicotez. Vous pouvez vendre votre blé au marché. Alors, il faut savoir que quand un bateau traverse l'Atlantique, il part en règle générale chargé de blé ou de colza, mais ils ne savent même pas la destination où ils vont. Et souvent, il est revendu 4 ou 5 fois en mer. Et en plus de ça, parce que là, il y a des gens qui vraiment boursicotent vraiment. Un paysan, donc c'est des lots, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est des lots de 50 tonnes, et un paysan ne peut acheter en bourse que ce qu'il est capable de produire. C'est-à-dire que moi, je produis du blé, j'ai 300 tonnes, donc ça me donne droit à 6 lots. Donc boursicoter avec 6 lots sur 20 ou 25 € qu'on va gagner en plus ou en moins, ça représente strictement rien. Mais par contre, sur un bateau de 26 000 tonnes, là, il y a des traders qui travaillent là-dessus, et là, effectivement, eux, ils font énormément d'argent. Mais le monde agricole ne bénéficie pas de ces différences-là, à moins que ça soit une très très grosse exploitation agricole, mais les banques, les 3/4 du temps, ils ne veulent pas parce que c'est la bourse. Donc ils ne veulent pas que les paysans boursicotent sur leurs fonds parce qu'ils risquent de perdre trop gros. D'accord. Merci. Alors, et moi, ce que je veux savoir aussi, c'est, tu disais tout à l'heure que en fait, vous essayez de semer un peu ce qui pourrait rapporter. Est-ce qu'il y a quand même une obligation de semer tel type de céréales ou tel type de céréales? Est-ce qu'il y a une incitation quelconque, par exemple? Quelle incidence a par exemple l'Union européenne? Est-ce qu'elle a son mot à dire concernant vos exploitations? Oui. Non, on est, à l'heure actuelle, on est strictement libre de semer ce qu'on veut dans nos champs. Je peux faire ma semence de ferme, donc je sème du blé, je récolte mon blé, je prends dans ma récolte de blé et je ressème ma récolte. Donc j'ai aucune obligation de passer par des sociétés qui me vendraient de la semence, etc., etc. Donc ça, on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie de faire que du blé chez moi, ou que du maïs, ou que des betteraves, on est encore entièrement libre de le faire. Sauf qu'il y a quand même un bémol. C'est qu'avec la PAC, on a, pour toucher des subventions, on a obligation, alors là, ça vient de sortir il y a 3 ans maintenant, 2 ans maintenant, on est obligé d'avoir ce qu'ils appellent des points. Alors malheureusement, moi, les points à l'école, j'ai jamais été bon, j'ai jamais eu de points, j'ai jamais eu d'image. Donc c'est pas mon fort. Et donc, ils distribuent des points en fonction des cultures que tu fais. Et si tu veux toucher ta subvention, enfin, c'est pas une subvention, c'est une compensation, parce que là, je vais me faire respecter par ma femme. Quand je dis subvention, c'est une compensation en réalité de ce qu'on devrait toucher normalement et qu'on ne touche pas à cause du marché mondial. Et donc, on compense nos prix. Et à ce moment-là, on nous oriente sur certaines cultures. L'année dernière, pour vous expliquer, l'année dernière, pour avoir mes 5 points, donc pour toucher mes subventions, qui représentent pour moi, pour mon exploitation, j'ai touché 18 700 € de compensation de la PAC l'année dernière. Donc vous voyez, c'est loin des grands chiffres qu'on entend parler de plusieurs centaines de milliers d'euros que la PAC nous donne. Donc pour toucher ces subventions, ces compensations-là, on est obligé d'avoir un certain nombre de points. Et ces points-là, si je fais que des céréales, j'ai qu'un seul point. Donc il faut que je fasse des rotations de culture, et notamment l'année dernière, pour avoir mes 5 points, il a fallu que je fasse de la lentille. Il a fallu que je fasse plus de 10% de ma surface
en lentilles. Le problème, c'est que quand on nous oblige à faire des cultures comme ça, eh bien, on dérègle toute l'économie, parce que la lentille, c'est pas notre cœur de métier, nous, en Beauce. La lentille, c'est où? C'est Clermont-Ferrand, c'est l'Auvergne. Hein, c'est là où ils produisent de la lentille. La bonne lentille, c'est là qu'elle est fabriquée. Enfin, c'est là où elle est produite, pardon. Et donc, nous, en Beauce, on fait de la lentille. Résultat des courses, comment dirais-je, on dérange tout le marché, on dérégule tout le marché. Mais ma lentille, elle est payée 900 € la tonne cette année. On fait 2,5 tonnes l'hectare. Et bien, vous savez, mon marchand qui m'a vendu mes lentilles, qui m'a acheté mes lentilles, il m'a dit, au fait, Alexandre, tu repars pour l'année prochaine, 2025, les lentilles? Ah, je dis oui, pourquoi pas, ça n'a pas été trop mauvais, je m'en suis pas trop mal sorti. Alors il me dit, oui, mais là, c'est 750 € la tonne. Ah ben, je dis, pourquoi? 150 de différence. Oui, mais je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que les Canadiens sont revenus sur le marché, ils ont signé des contrats avec les industriels français et européens, et donc, le marché, maintenant, il est à 750 € la tonne. Voilà. Donc, cette année, je ne fais plus de lentilles. Sauf que le problème, c'est que j'ai plus mes points. Donc, il va falloir que je trouve une autre culture. Sans quoi, je ne vais pas toucher mes subventions. Donc, je vais m'orienter vers du tournesol, des petits pois, de conserve ou d'autres choses. Il faut que je trouve une solution. Et c'est 10% de ma surface. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Comment? Ah, ben oui. Alors, on peut poser des questions? oui, on peut poser des questions, oui. Non, mais juste à propos de la lentille, c'est-à-dire que si tu fais de la lentille sur ta terre de Beauce, tu gâches aussi la terre, parce que la terre de Beauce, elle est bien meilleure sur le blé ou sur les céréales que sur la lentille. Oui, naturellement, on a des potentiels qui diminuent, mais enfin, ceci dit, sur des exploitations agricoles, on a des bonnes terres et des mauvaises terres. Alors, ce qu'on appelle des mauvaises par chez nous en Beauce, s'il y a des paysans qui m'écoutent d'autres France, les terres mauvaises en Beauce, il n'y en a pas. Moi, par exemple, j'ai fait mes lentilles dans les terres où il y avait le plus de cailloux possible. Donc, c'est là où il y avait moins de terre. Donc, j'ai pris les mauvaises terres, entre guillemets, de mon exploitation pour faire des lentilles. Là où j'avais un très haut potentiel sur du blé, là, je ne l'ai pas fait. Et merci en tout cas pour ces explications. Et quelle est la conséquence de l'arrivée de l'Ukraine, en fait, qui est considérée comme le grenier à blé de l'Union européenne? Donc, bienvenue aux retardataires, installez-vous, là il y a des places. Kevin. Oui, Alexandre. Et donc, quelle est la conséquence de l'arrivée, justement, Alors, effectivement, je vous ai parlé, la Beauce, c'était le grenier de la France à l'époque où on n'était pas en Europe. Au jour d'aujourd'hui, avec l'Union européenne, malgré que l'Ukraine ne soit pas dedans, comment dirais-je, l'Ukraine et tous les pays de l'Est, hein, puisque la Russie c'est exactement pareil, sont devenus des très très gros producteurs de céréales et de volailles, etc. Et au jour d'aujourd'hui, ils nous font une très forte concurrence. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, l'Ukraine, alors, à contrôler, mais sur du blé qui, au concours de Chicago, je vous ai dit qu'il était à 225 €, il semblerait qu'il y ait des bateaux qui arrivent au Havre avec du blé qui vient d'Ukraine à 120 € la tonne. Reste à contrôler exactement la chose, mais donc on a une très forte concurrence. Le problème, c'est la concurrence, c'est une chose. Le gros problème, c'est que tous ces gens-là produisent des aliments, des céréales, etc., où on ne joue pas dans la même cour, parce qu'ils ont le droit d'utiliser des produits de traitement, ils ont le droit d'utiliser des produits phytosanitaires, etc., que nous, on n'a plus le droit d'utiliser. Donc en réalité, la rentabilité n'est plus... Quand eux, ils vendent du blé à 120 € la tonne, ils gagnent de l'argent. Quand nous, quand on vend du blé à 225 € la tonne, on commence à gagner de l'argent, il ne faut pas exagérer, mais les coûts sont nettement différents.
Mais souvent, en fait, les agriculteurs en France sont pointés du doigt justement par rapport à l'utilisation des phytosanitaires, des produits phytosanitaires et autres, et puis parfois des monocultures. Mais c'est vrai qu'on peut mettre ça en perspective avec ce qui nous arrive de l'extérieur, en fait, hein, parce que quand on voit un peu ce qui se passe en Ukraine, c'est... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le poulet ukrainien, il n'est pas du tout produit dans les mêmes conditions que nous. Il est produit par chez nous, avec les normes au niveau du nombre de poulets au mètre carré, au niveau de l'alimentation, au niveau des hormones de croissance, etc. On n'a pas du tout les mêmes normes. Si on parle du Canada, pour ne pas taper sans arrêt sur le dos de l'Ukraine, c'est pour personne. Si on parle du Canada, par exemple, sur le blé dur, vous savez, il y avait le combat avec le glyphosate, le fameux désherbant du glyphosate. Nous, en France, à l'hectare, on utilise à peu près... c'est un désherbant, le glyphosate. Hein, c'est pour vous dire que c'est pas un produit... c'est un produit qu'on utilise uniquement pour désherber le sol quand le sol est vierge. Donc, il n'y a pas de culture encore d'implantée dedans. Donc quand on utilise du glyphosate en France, on est entre 4 et 10 litres de l'hectare en moyenne sur une exploitation comme la mienne, et moi j'utilise ça sur une quinzaine d'hectares sur ma surface totale, donc c'est pas énorme. Au Canada, il faut savoir qu'eux, ils sont, enfin Canada et Amérique du Nord, peut-être même Amérique du Sud, mais moins, parce qu'ils ne rencontrent pas du tout les mêmes problèmes à cause de la météo. Mais au Canada, ils sont entre 50 et 100 litres à l'hectare. Parce qu'il faut savoir que du blé dur, nous, on le récolte au mois de fin juillet, début août, hein, mais eux, au Canada, ils le sèment au printemps, parce que sans quoi ils gèleraient. Donc ils le sèment au printemps, mais ils récoltent au mois de septembre-octobre. Donc quand il récolte, et il commence à avoir des gros problèmes d'humidité, etc., etc. Donc pour le faire mûrir, en réalité, il tue la plante. Donc il traite le champ pour le désherber, pour le défolier, il traite avec du glyphosate. Et donc là, forcément, là, il y a vraiment des résidus de glyphosate dans les produits. Mais nous, en France, on n'a pas... on fait la guerre du glyphosate, c'est complètement faux, quoi. On utilise du glyphosate, effectivement, j'en utilise régulièrement, mais il n'y a pas le problème qu'on peut avoir. Les doses ne sont pas du tout les mêmes à la surface, à l'hectare, par rapport aux autres pays. Et qu'est-ce que tu penses aussi du Mercosur, justement? Parce que le Mercosur, c'était un traité, je ne sais pas, vous en avez tous entendu parler, on en a tous entendu parler ici, en fait, hein. Le Mercosur, qui a été quand même signé, je crois que le traité a été signé en septembre de l'année dernière, il me semble, hein, que Ursula von der Leyen, enfin la Commission européenne a finalisé le traité. Et qu'est-ce que tu en penses de cette... parce que tout le monde était tous vent debout, nous on a beaucoup justement sur le Mercosur. La coordination rurale aussi. Oui, sur le Mercosur, il faut savoir que c'est des accords qui datent déjà depuis... des négociations qui datent déjà depuis une dizaine d'années. Hein. Maintenant, c'est pas quelque chose de tout neuf. Ça commence à... Enfin, c'est abouti. Alors, on ne sait pas trop en réalité. Von der Leyen a été... en Amérique du Sud, je ne sais plus dans quel pays, pour signer les accords. Elle a signé au Brésil. Au Brésil, ils ont signé un pré-accord. Comme ça, nous on est d'accord. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord. En réalité, on lui a donné une signature où en réalité, elle signe des trucs qu'elle n'a pas le droit de signer, parce qu'elle devrait demander d'abord l'avis aux pays européens avant d'aller signer des accords. Elle a fait le contraire. Et là maintenant, a priori, d'après ce qu'on sait, les accords ont été effectivement validés, ratifiés par tous les pays européens. Alors je ne sais pas si réellement ça a été ratifié. Macron nous a dit comme ça, non, moi je suis contre. Mais quand il était contre, quand ça a été signé en Europe, lui, il était à Mayotte. Donc il avait donné à Scholz son autorisation de signature. Il a fait une délégation de signature à l'Allemagne pendant qu'il était à Mayotte. Donc c'était peut-être un petit peu compliqué. Mais... Donc voilà. Ces accords sont... alors ces accords sont mauvais naturellement pour nous, mais par exemple sur le colza. Le colza, vous savez qu'en Europe, et notamment en France, surtout en France, parce qu'il y a les accords, il y a la législation européenne, et nous, en France, on l'a plus blanc que blanc. Donc on en rajoute des couches. Et sur le colza, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir des OGM, de faire de la culture OGM, comme sur le maïs, on n'a pas le droit de faire des OGM non plus. Donc qu'est-ce que faisait le Brésil qui importait des colzas en France OGM? Eh bien, avant, ils trituraient le colza
au Brésil, donc ils faisaient de l'huile, et ils importaient des bateaux d'huile qui arrivaient au port de Rouen pour aller chez le groupe Avril, pour faire l'huile Le Sieur notamment, et puis plein d'autres. Avril, c'est le patron, c'est le président de la FNSE, hein, M. Rousseau. Donc, ils importaient de l'huile de colza, qui était de l'huile OGM. Mais c'était de l'huile, c'était pas du colza. Donc, ils détournaient la situation. Maintenant, même avant les accords, au mois de septembre, j'ai mes collègues de la CR qui ont été à Rouen et qui sont montés à bord d'un bateau de colza qui arrivait du Brésil, 26 000 tonnes. Et là, c'est plus de l'huile, c'est du colza pur et sûr. Et les accords de Mercosur n'étaient pas encore signés, tout à fait signés. Mais là, ils ne s'embêtent plus du tout avec ce truc-là. Ils importent et voilà. Et donc, on a fait des analyses et il s'avère que le colza qui arrivait, les 26 000 tonnes, ben, c'était du colza OGM. Et nous, non seulement ils ne nous le payent pas cher, eux, ils nous font de la concurrence directe, et en plus de ça, c'est de la mauvaise qualité, c'est pas, mais c'est du colza OGM qui est théoriquement interdit de cultiver en France. Donc on ne joue pas du tout avec les mêmes, on n'a pas les mêmes cartes dans le c'est un peu la loi de la jungle en fait, hein, c'est un peu. Et est-ce que une question aussi. Alors donc ensuite vous aurez la possibilité de poser quelques questions. Réfléchissez juste des questions vraiment. Et sinon, j'avais une remarque qui avait été faite justement à l'ancienne déléguée Catherine qui se trouve là-bas, qui m'interpelle souvent concernant l'artificialisation des sols. Parce que, par exemple, elle se trouve à Arpajon et que souvent, en fait, actuellement, en fait, il y a pas mal d'hectares qui sont récupérés pour la construction, en fait, d'HLM, d'habitation à loyer modéré et autres, donc pour urbaniser encore plus la zone alors qu'il s'agissait de surfaces cultivables, arables. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu confronté à ça actuellement avec, entre autres aussi, les éoliennes, les panneaux solaires, l'agenda 2020-2030, on nous parle de, voilà, il faut au maximum diversifier les sources d'énergie, on met à l'arrêt presque nos centrales, enfin voilà, on essaie de redémarrer, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais enfin, ils ont pas mal saboté. Mais est-ce que là, cette artificialisation des sols, est-ce qu'elle interpelle, est-ce que ça pose question en fait, hein, oui. Alors, je ne vais pas parler de votre département que je connais peu, mais pour l'Eure-et-Loire, nous, à l'heure actuelle, on se bat, la coordination rurale se bat pour défendre des agriculteurs, et notamment un agriculteur, puisque vous n'avez peut-être pas entendu parler. Ça fait plus de 40 ans maintenant qu'il parle de faire une autoroute entre Rouen et Orléans. Donc c'est l'autoroute qui... Alors il y a un bout d'autoroute qui est déjà faite, mais ça va partir de Dreux au jour d'aujourd'hui. De Dreux, ça va traverser Chartres, contourner Chartres pour regagner la sortie à Laine, qui est un peu plus loin. Donc il y a à peu près 80 km d'autoroute qui vont se faire là. Et donc avec la déviation de Chartres, et donc on se bat à l'heure actuelle pour éviter la construction de cette autoroute. Là on a regardé un petit peu, enfin je me suis intéressé un petit peu au problème, et j'ai été très surpris parce qu'il y a entre 200 et 400 hectares qui disparaissent tous les ans de terres agricoles qui passent effectivement dans la construction, en périphérie des villes, dans des zones industrielles, pour créer des zones industrielles, pour créer des zones pavillonnaires, etc. etc. Et c'est entre 200 et 400 hectares, ça représente un exploitant agricole. Ça veut dire qu'il y a un exploitant agricole qui, tous les ans, disparaît du département à cause de ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable non plus. Merci en tout cas Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Et sinon, c'est le moment, en fait, si vous avez quelques questions à poser, c'est maintenant qu'il faudrait la poser. Joël, des questions, hein, vraiment. Des questions. Juste un instant, j'arrive Simone. Joël. Quel est votre rapport avec les céréaliers? Est-ce que par rapport non, mais les marchands de céréaliers? Oui. Ben, les marchands, nos acheteurs de céréales, en réalité, les acheteurs de céréales sont très très peu, puisque nos anciens étaient très intelligents.
beaucoup plus que je trouve que nous au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont créé des tonnes d'outils où on en a perdu malheureusement complètement le contrôle. Ils ont créé les banques, le Crédit Agricole notamment, ils ont créé notre sécurité sociale, la MSA, et ils ont créé des coopératives agricoles. Ce qui a permis de faire vivre le monde agricole jusque dans les années 60, vraiment, c'était l'explosion du monde agricole. Et malheureusement, on a perdu le contrôle de tout ça, certainement à cause de gens comme moi qui ne se sont pas mobilisés en disant bon, bah, de toute façon ça tourne bien, parce qu'on aurait très bien pu effectivement aller aux élections de toutes ces sociétés-là et de toutes ces coopératives-là, et puis d'être élu et puis de faire marcher le bateau. Donc on s'en est peut-être pas occupé, on les a peut-être délaissés. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la tête de ces choses-là, des présidents. Et malheureusement, c'est les présidents qu'on retrouve, comme M. Arnaud, hein, qu'on retrouve les gens de la FNSEA, qui reprennent le flambeau de tout ça et qui, eux, sont mondialistes à fond les manettes et qui ont développé des outils, donc devenir plus gros, devenir plus gros, devenir plus gros, racheter. Donc dans les années 70-2000, on a vu tous nos petits négociants, nos petits et négros négociants d'ailleurs, de céréales, ils ont été rachetés. Ils ont tous disparu. Ils ont été rachetés, tous par nos coopératives. Au jour d'aujourd'hui, ma coopérative, je crois que c'est la 2e française et la 4e mondiale. C'est devenu un trust. C'est énorme. Ils ont acheté des malteries, des distilleries, ils ont investi à Anvers. Bon, c'est devenu... On en a perdu le contrôle. Comme on a perdu le contrôle de notre sécurité sociale, la MSA, comme on a perdu le contrôle de nos banques, parce que le Crédit Agricole, maintenant, vous savez ce que ça représente, etc. etc. Donc le monde agricole a perdu complètement le fil. Alors au jour d'aujourd'hui, depuis quelques années, on retrouve quelques téméraires, quelques gens qui se relancent dans la commercialisation. Alors plutôt dans les produits phytosanitaires, et après on se retrouve avec, il y a des jeunes, je connais un jeune qui a lancé un site internet, puisque avec internet maintenant, comparateur agricole, et donc tous les jours il nous envoie des prix pour essayer de vendre au mieux nos céréales, en allant vendre directement à des meuniers ou à tout un tas d'autres filières. Mais nos coopératives aujourd'hui font la pluie et le beau temps, et comme je vous ai dit au début, le gros problème c'est qu'on ne fait pas nos factures. Là, vous voyez, la semaine prochaine, je vais charger du blé dur, j'ai 300 tonnes de blé dur à charger. Alors avec le blé dur, je vous rappelle qu'on fait des pâtes, hein, entre autres, et de la semoule. Je vends mon blé dur. Au jour d'aujourd'hui, le blé dur, normalement, doit se vendre 245, 255 € la tonne. Je lui dis, bon, bah, tu me le payes combien? Bah, il me dit, écoute, tu me le livres, et puis on va faire des analyses, et puis je verrai qu'est-ce que ça donne les analyses. Mais je dis, les analyses, t'en as fait à la récolte, tu sais ce qu'ils vaut, mon blé dur. Oui, mais bon, on ne sait jamais et tout. Bon, tu comptes entre 15 et 25, 30 € de réfraction, on verra. Je ne sais pas quel prix je vais te vendre. Et pour vous dire, une année, ils m'ont fait 70 € de réfraction. 70 € de réfraction. Et ben, je dis, mais à quel titre? Ah ben c'est comme ça, puis de toute façon c'est livré. Après, on ne peut plus rien faire, on n'a plus le choix. C'est vrai que ils nous payent ce qu'ils veulent. C'est une instabilité terrible, on ne peut pas se projeter dans ces conditions en fait. Hein. Donc, Et vous n'avez pas pensé vendre votre blé, par exemple, à des éleveurs de poulets, des producteurs d'œufs, etc. Si. Alors, c'est le problème de la ferme, ce qu'on appelle la ferme à la fourchette. Vous en avez certainement entendu parler. On en parle de plus en plus parce qu'effectivement, c'est un modèle de commercialisation qui peut être au niveau rémunérateur beaucoup plus important que pour les paysans. Le problème, c'est le volume. Moi, par exemple, je fais des pommes de terre. Je fais des pommes de terre et je fais 10 hectares de pommes de terre. On fait 50 tonnes à l'hectare, ça fait 500 tonnes de commercialisation. 500 tonnes de commercialisation en sac de 5 kg. Je vous laisse imaginer combien ça fait de sacs de 5 kg. Quand vous voyez, combien vous mangez de pommes de terre, de kilos de pommes de terre par an, vous allez voir que ça fait énormément de clients à avoir qui viennent chercher chez nous nos pommes de terre. Et en plus de ça, il y a la question de distance. Quand vous avez une ferme qui est à 1,5 km de Chartres,
là, il n'y a pas de problème. Il y a des exploitations agricoles qui font comme ça, qui commercialisent leurs produits directement. Mais la ménagère, quand elle va faire ses courses, elle achète ses 10 kilos de pommes de terre, elle a 1 kilomètre à faire, et elle revient. Moi, on est à 35 km. Donc 35 km, on est plus rentable. Donc on peut aller vendre un petit peu, on en fait d'ailleurs, on fait un petit peu de vente comme ça, mais c'est dérisoire. Vu les quantités qu'on produit, malgré ma faible exploitation, mon exploitation qui n'est pas très grande, bah, malheureusement, c'est pas possible. On peut faire un petit peu, mais pas beaucoup. Alors donc, en Chine. Le micro, là, on entend rien. Je dis, si vous vous regroupez entre les paysans, est-ce que vous avez jamais eu l'idée de faire de la vente à la Chine, Oui, alors j'y ai pensé quand j'étais... Ma fille rigole, parce qu'on a été en Espagne faire un séminaire à l'automne dernier, et justement, donc là c'était pour importer des produits, et j'aurais dit, mais moi j'ai des pommes de terre. Le problème, c'est que nous, la pomme de terre, on la vend 35 centimes du kilo. Donc, pour aller en Chine, il y a quand même des frais de bateau, il y a quand même des containers. Oui. La vente à la Chine, en fait, c'est peut-être particulier dans notre métier. Oui. C'est passer dans les différents villages du département et vendre la matière première comme à l'ancienne, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu avais les boulangers, les bouchers. Alors, moi, je l'ai fait parce que dans les années 80, 82, 85, je croyais vraiment très, très dur à l'agriculture. Parce que maintenant, je ne vous l'ai pas dit au début, mais je suis pluriactif. Et donc, j'étais vraiment paysan à 100%. On faisait des petits pois, des haricots verts, on faisait des salades, on faisait de l'oignon, des pommes de terre et tout ça. Et j'étais avec un de mes amis et effectivement, on a commencé à faire comme ça. C'était doublement intéressant parce qu'on avait un petit peu de débouchés. Et en plus de ça, je ne vais pas vous cacher, les gens nous payaient en espèces. Donc, forcément, c'était tout bénéfice. Donc, on ne vendait pas dans nos villages, on montait sur Paris, en région parisienne. Et on faisait des camions comme ça, donc tous les samedis, on avait une personne âgée, le père de mon ami qui était paysan aussi comme moi, et il partait avec son camion chargé d'oignons et puis de pommes de terre et tout, et on livrait comme ça, tout ça. Ça a marché impeccablement bien pendant 3-4 mois. C'était génial. Et on vendait, alors on commercialisait pas beaucoup, mais on avait de l'écoulement, on vendait... toutes les semaines, c'est pas compliqué, on vendait une tonne de produits, quoi. Et un jour, notre petit vieux, il est rentré à la maison, il était blanc comme un linge, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Il dit, ouais, les gars, vous êtes jeunes, si vous voulez y aller, vous y allez, mais moi maintenant c'est terminé. Mais je dis, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais il me dit, à la fin de ma tournée, il dit, je me suis fait braquer, ils m'ont tout piqué. Braqué. Donc le bénéfice, si tu veux, on a dit, bon, nous, on a autre chose à faire. Parce que derrière, c'est du temps à passer. Donc la revalorisation du produit, on n'a pas des produits qui sont à valeur ajoutée assez importante. On vend nos patates 35 centimes. Quand tu les vends du porte-à-porte comme ça, nous en paysan, on les vend 80 centimes, 1 euro. Donc la différence, tu vois, tu vends une tonne et demie de pommes de terre, tu as du mal à gagner ta journée en faisant ça. Ça va bien quand la personne qui le fait n'est pas rémunérée. Donc nous, c'était une personne, un petit vieux qui était à la retraite, qui faisait ça entre guillemets parce qu'il faisait plaisir. Mais commercialement parlant, ça devient compliqué. Et surtout aujourd'hui avec les coûts de transport, le prix du gasoil, etc. etc. J'ai une question. J'ai entendu que l'Union européenne exigeait aux exploitants agricoles de céder, enfin de mettre 20% de leur terre exploitable en jachère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, les jachères? Alors, les jachères, oui, c'est un sujet effectivement qui change tous les ans. Au début, en 92, on avait 20%. C'était obligatoire de mettre nos terres, donc tu as 100 hectares, tu mettais 10 hectares en jachère. C'est-à-dire que cette année-là, tu ne les cultivais pas. Comment? C'était pour diminuer les quantités de blé parce qu'ils considéraient qu'on produisait trop. C'était pour ça.
D'où les compensations. Ils nous compensaient aussi par an. Mais, donc, après, on est passé à 5%. Après ça, on n'avait plus du tout de jachère à faire. Mais par contre, on avait obligation de mettre, comment dirais-je, de faire des cultures, des intercultures. C'est-à-dire qu'on mettait des engrais verts pour éviter que les terres s'assèchent, etc. C'était pas une mauvaise solution, d'ailleurs. Et donc, ça a été mis en place. Et après, on est revenu aux 5%. Et là, cette année, a priori, on part à 10%. Mais les syndicats se battent pour éviter d'avoir des jachères, parce que c'est une aberration totale. On peut faire autre chose. Alors, par exemple, les jachères ont été quasiment supprimées au moment où ils avaient décidé qu'on fasse du colza pour le carburant. Ça porte un nom, j'ai perdu ça. Mais carburant vert. Donc, sur tes jachères, tu faisais du carburant vert. Donc, tu vois, il y a des différents systèmes comme ça. Mais les jachères sont toujours aujourd'hui obligatoires. Alors, très souvent, on met nos jachères sur des terres qui sont très mauvaises. Moi, j'ai 2 hectares de jachères qui sont en fixe, donc ça fait maintenant 20 ans que je n'ai pas cultivé dessus. Merci Alexandre. Et une question de Michel. Merci Alexandre, parce que c'était pratique et clair et pédagogique. Moi, j'ai découvert plein de choses et je pense que je ne suis pas le seul. Comme je suis un type plutôt mal élevé, je voudrais parler de politique. Une question très simple. Vous qui êtes en contact avec vos collègues agriculteurs, que ce soit de la coordination rurale ou d'autres syndicats, j'imagine, est-ce que on a vu l'enfer de cette, que vous avez décrit, l'enfer de ne pas savoir quel prix on va avoir, ni à l'achat ni à la vente. Ça doit faire quelques nuits blanches, pas mal d'angoisse dans ce métier. Et c'est effectivement impensable de ne pas avoir ces 2 points de repère dans une activité économique. Bon, on peut imaginer que beaucoup de vos collègues sont conscients que le fait d'être dans l'Union européenne contribue à ce cycle, on parlait très poliment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience de cette imposture de l'Union européenne chez nos collègues parce que la fixation des prix, enfin, on a eu une Union européenne qui est ouverte à tout vent, et a fortiori avec l'imposture escrologique, comme dirait Florian, l'imposture escrologique consistant à vous imposer à vous, paysans français et européens, ce qu'on n'impose pas aux Brésiliens, Argentins ou les Canadiens. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez le sentiment, peu à peu, le sentiment de la nécessité du Frexit progresse ou pas, et dans la CR et globalement dans le monde paysan, ou est-ce que vous avez le sentiment que le fait qu'on a quand même besoin de subventions fait qu'on finit par être raisonnable, se dire, bon, l'Union européenne, elle a depuis 40 ans, on ne va pas bousculer le paysage? Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on sème, on ne sait pas notre prix, on récolte, on ne sait pas combien on le vend. C'est pas nous qui faisons les factures. Et en plus de ça, j'ai oublié de vous rajouter que tout ce qu'on gagne, enfin, on le met en bourse. C'est-à-dire que, imaginez-vous, tous les mois, vous mettez votre salaire à la bourse. Et puis vous voyez derrière ce que vous allez récupérer. Donc là, c'est encore un autre élément. Pour revenir à ça, par rapport au Frexit, le monde agricole, de ce que j'en fréquente moi, à travers les collègues paysans de la CR et puis mes voisins qui ne sont pas forcément, il y a quand même 50% des paysans qui sont pas syndiqués, hein, donc il y a quand même énormément de non-syndiqués. Ils rouspètent, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce que ils disent oui, mais tu comprends, nos aides compensatoires, ça nous fait quand même un certain revenu, etc. etc. Si on sort de l'Europe, si on sort de l'Europe, on donne, je ne veux pas dire de chiffres, mais à peu près on récupère un tiers de ce que la France donne à l'Europe. Mais j'ai ce tiers-là, ben, il suffit de les redonner aux agriculteurs.
Je dis, ça évitera de l'évaporation entre les deux, parce que je crois qu'on donne, on est contributaire à 21 milliards. Non, c'est 28 milliards. 28 milliards et on récupère 13. Voilà. Donc, on récupère 13. Donc il y a 15 milliards qui sont dans la nature. 15 milliards. Sans parler des à côté, guerre et autres, on a quand même beaucoup contribué pour l'Ukraine. Voilà. Donc on va arrondir à 10 milliards. Ces 10 milliards-là, au lieu de les faire passer par tout le circuit européen où il y a de l'évaporation, autant les redistribuer, nous, aux Français. Et en plus de ça, on pourrait très bien aussi envisager une taxation des produits qui viennent de l'extérieur. Le Brésil, pourquoi Trump, il a tout à fait raison. American First, il faut faire la French First. Il faut exactement faire pareil. C'est-à-dire que si le colza, il arrive... Si le colza il arrive en France, bah, au lieu de nous le vendre à 10 ou 15% moins cher que nous on le produit, en plus de ça avec les EGM, mais on le taxe de 30%. On le taxe de 30%, et ces taxations-là, elles reviennent au monde agricole. Oui, mais ça, c'est pas possible. Dans l'Europe, c'est pas possible. Ah ben dans l'Europe, non, mais je vous parle pas de... Non, je vous parle des conversations que j'ai avec mes collègues paysans. Quand ils disent, oui, mais si on sort de l'Europe, tu te rends compte, on touchera plus. Mais je dis, mais il y a plein de solutions. On regarde déjà l'argent qu'on donne à l'Europe. Si l'État nous le redonnait, déjà, ça éviterait déjà les 13 milliards, on les redistribue au monde agricole. En plus de ça, on fait une taxation comme Trump fait pour tout ce qui rentre aux États-Unis, eh bien on fait une taxation exactement de la même manière, et ça revient au monde agricole. Puis on met des douanes, et puis on met... Mais alors, pour les histoires de douane, parce que pour refaire une petite aparté là-dessus, vous savez que nous, au sein de la coordination rurale, on se bat pour plusieurs choses. Parce que la France lave plus blanc que blanc. Donc on a déjà, par exemple, les certificats. Donc on nous oblige tous les 5 ans à aller passer des examens pour avoir la bonne conduite des produits phytosanitaires qu'on met dans nos champs. C'est très bien. Mais c'est une loi franco-française, c'est pas européen. On nous oblige tous les 3 ans maintenant à contrôler nos pulvérisateurs. C'est très bien aussi, c'est une bonne précaution, mais c'est franco-français. Tout ça, ça nous coûte de l'argent. Et si on ne le fait pas, on est amendé. On a des contrôles. Alors les contrôles, vous avez certainement entendu, des gens de l'OFB. Hein, l'OFB, c'est l'Office des forêts et de la biodiversité. Maintenant, c'est la biodiversité, c'est très important. Et ces gens-là viennent nous contrôler. Alors déjà, sur le principe, ils viennent nous contrôler, c'est la police, donc ils viennent armés. Ils ont leurs armes. Alors ils ont dit, les députés ont lancé une demande ils ont posé la question au ministre de l'Agriculture. Il a dit oui, mais ça fait partie de l'uniforme. Hein, quand la police municipale se balade avec des armes, on ne vous dit rien. Ben, les paysans, vous n'avez rien à dire, ça fait partie de l'uniforme. Sauf que jusqu'à l'heure actuelle, on n'est pas des bandits. Et le clou de ce spectacle, c'est qu'il y a un syndicaliste de cet organisme-là, qui a dit comme ça, de toute façon, c'est normal qu'on vienne armer, parce que les paysans, c'est comme les dealers de drogue. Donc, d'où la guerre qui s'est déclenchée entre la CR et puis l'OFB. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on est contrôlé sans arrêt dans nos exploitations agricoles. Donc, notre syndicat majoritaire, j'aime pas l'appeler comme ça, mais la FDSEA, ils sont, comment dirais-je, ils ont signé un accord. Ils ont signé un accord pour qu'il n'y ait plus qu'un seul contrôle par an par agriculteur. Parce qu'avant, vous aviez un contrôle pour ceci, un contrôle pour cela, et on pouvait avoir 3-4 contrôles sur nos exploitations agricoles. Donc c'était invraisemblable. Au jour d'aujourd'hui, ils nous autorisent plus qu'un seul contrôle. Mais donc ces contrôles-là, ils viennent nous contrôler. Et donc la question qu'on a posée, parce que c'est fait partie... Nous, à l'ACR, en réalité, on ne demande pas d'argent. On demande juste, si vous voulez, la suppression de certaines lois franco-françaises. On ne demande même pas, à l'heure actuelle, à toucher aux lois européennes. Et donc c'est simple, on demande tout simplement la suppression de certains textes de loi. D'où les contrôles de l'OFB. Et on leur a dit, ben, plutôt que d'envoyer, donc on a appel à notre ministre de l'Agriculture, on dit, mais plutôt que d'envoyer vos contrôleurs de l'OFB contrôler dans nos exploitations agricoles, envoyez-les plutôt au Havre, contrôler nos bateaux qui arrivent. Ça serait beaucoup plus intelligent. Et là, elle nous a répondu, non mais attendez, moi je suis ministre de l'agriculture française, donc je m'occupe de la France. Les bateaux qui arrivent au Havre, c'est l'Europe. Et donc l'Europe, il n'y a pas de contrôle. Voilà. Ça rentre, ça sort, ça vient comme ça veut, et on fait ce qu'on veut.
la fête du slip tous les matins. Mais en tout cas, voilà, donc je pense qu'au niveau des questions... il y a quelqu'un qui veut encore poser, on va prendre la dernière question et puis après on va continuer. Pourquoi l'avant-dernière? Une question? Bonjour, j'ai une petite question sur l'artificialisation des sols. Est-ce qu'on peut envisager que le fait de réduire les terres arables tout en augmentant je veux dire, la productivité, le fait de faire plus de tomates, de patates, etc., est-ce que ça peut contrebalancer cette artificialisation-là ou pas du tout? Alors, quand je dis en augmentant, évidemment, j'imagine pas qu'on va augmenter en mettant plus de glyphosate, etc. Non, c'est pas, en réalité, c'est pas, en termes de volume, ça représente pas grand-chose, c'est une question de principe. C'est pas parce que tu vas supprimer 400 hectares de terre en Beauce que ça va changer grand-chose enfin, à force, au bout de 10 ans, ça fait 4000 hectares à 100 quintaux de l'hectare. J'exagère en disant 100 quintaux, à 80 quintaux, 8 tonnes d'hectare, ça représente du volume, mais ça ne représente pas du volume suffisant pour économiquement parlant, ça touche un département ou quoi que ce soit. Le drame, c'est que ça fait disparaître les agriculteurs. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais si tu veux, économiquement parlant, je ne pense pas que ça a un impact, si tu veux, sur les volumes. Par contre, effectivement, alors, nous, en Beauce, c'est sûr et certain qu'à Charles de Gaulle, par exemple, quand il y a eu Charles de Gaulle qui s'est créé, moi j'avais des amis qui étaient maraîchers là-bas, il y avait beaucoup de maraîchage, Vitry-Maury, tout ce secteur-là, il y avait beaucoup de maraîchage, des terres maraîchage qui coûtaient très cher, pour avoir une terre de maraîcher, c'est très compliqué, ça demande des dizaines d'années à avoir une très bonne terre, et là, ces terres-là, forcément, elles ont disparu, parce qu'avec la création de l'aéroport de Charles de Gaulle, tous ces maraîchers-là, ils ont disparu. Donc à proximité de Paris, ça a certainement posé des problèmes à l'époque. Mais la terre valait tellement cher que pour vous dire qu'ils ont décapé la terre végétale de ces maraîchers-là pour les transposer dans d'autres endroits pour que les maraîchers puissent continuer à travailler. Mais là, dans ce cadre-là, oui, mais au niveau économique, non. C'est surtout que ça a fait disparaître les agriculteurs et ça a fait des remembrements, ça a fait des choses comme ça. Mon ami qui est paysan à côté de Chartres, pour vous dire, je ne sais pas la surface de ces terres qu'il a exactement, mais il va être traversé par l'autoroute. Donc au jour d'aujourd'hui, il sort de sa ferme, il fait 500 mètres, il est dans son champ. Il me dit, demain, avec l'autoroute qui va traverser mes champs, il va falloir que je fasse 4 km avec mon matériel agricole pour aller de l'autre côté de l'autoroute, pour pouvoir aller cultiver mes champs. Donc ça pose des problèmes d'organisation, en plus de la perte des terres, ça va lui poser une grosse perte d'organisation sur son exploitation agricole. Merci voilà. Alexandre. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Merci beaucoup de cela. Bien, alors, une toute dernière question, d'après Uba, oui, elle a parfaitement raison. Pour en revenir à M. Arnaud, qui est le président de la FNSEA, j'aurais 3 questions à poser. Il y a combien de temps qu'il est président de la FNSEA? La deuxième question, c'est un gros céréalier, d'après ce que me disent des camarades à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'il a comme... comment s'appelle son entreprise, quel chiffre d'affaires? Et la troisième question, c'est est-ce que c'est bien lui qui est l'initiateur des grèves perlées, le mardi et le jeudi, par exemple? J'ai bien entendu parler de ce truc-là, non? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la FNSEA. Je m'excuse. Oui, exactement, je m'y intéresse pas beaucoup. De ce que je sais, M. Arnaud, effectivement, est paysan de longue date. C'est surtout, comment dirais-je, dans ses études, il a fait des études qui étaient complètement hors agricole. Je crois qu'il a fait des études de commerce, etc., etc. Donc il a une autre vision de l'agriculture. Il est exploitant agricole de par sa famille. Je crois, j'ai bien tout ça au conditionnel, je crois qu'il cultive environ 700 hectares. Et de par sa position d'industriel, il a pris des parts dans différentes sociétés. C'est plutôt un businessman plutôt qu'un vrai paysan comme nous on l'entend de notre chose. Pour revenir au syndicalisme, on n'a pas parlé des chambres d'agriculture de la CR, donc il faut savoir quand même que les résultats des chambres d'agriculture, les élections, on avait 2 chambres d'agriculture dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, on en a gagné
entre guillemets 14. Donc c'est un très gros succès. L'ACR a très fortement augmenté, puisqu'il faut savoir qu'on a perdu des chambres à quelques voix, mais quelques dizaines de voix. Donc on aurait pu avoir beaucoup plus de chambres qu'on en a là à l'heure actuelle. Il faut savoir quand même qu'il y a 50% d'abstentionnisme dans le monde agricole, qui est quelque chose de très important aussi. Et les chambres au jour d'aujourd'hui, c'est comme chez les députés, comme partout, à l'Assemblée nationale, etc. C'est pas parce que vous avez gagné les chambres, enfin que vous êtes majoritaire dans les chambres, que vous avez forcément le siège de président. Donc à l'heure actuelle, il y a plusieurs collèges, et à l'heure actuelle, l'ACR est en train de trouver et de faire des alliances avec les autres collèges pour avoir le maximum de sièges pour pouvoir prétendre à être élu en tant que président de chambre d'agriculture. Donc on n'est pas encore sûr d'avoir 14 présidents CR dans nos chambres. Mais on est en bonne voie. Mais pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas encore sûr. Et les greffes perlées, je connais pas ce... alors c'est Uba qui va nous dire. La FR, c'est Florian. Il y avait Patrick Legras en fait qui en avait parlé, qui est le, comment ça dit, le porte-parole de la FNS, de la CR, et il en avait parlé à un moment donné de greffe perlée justement, mais ça cassait un peu justement. C'était le mardi, le je sais pas quoi. Ah oui, on avait prévu de faire, parce que monter à Paris c'est très bien, mais c'est très lourd d'organisation, et on se retrouve tout de suite avec des boucliers de toutes sortes. La dernière fois, on avait quand même dans le sud de votre département 600 centaures qui nous avaient complètement encerclés, 150 gendarmes, 200 CRS, bon, c'est un hélicoptère, bon, c'était la grosse armada. Et donc, on avait décidé de monter à Paris, on s'est aperçu que c'était très difficile, donc on avait, entre guillemets, dit qu'on ferait autour de chez soi, c'était plus facile, qu'on allait bloquer des ronds-points, par exemple, pendant 2 heures le jeudi après-midi dans toute la France, pour bloquer la France pendant 2 ou 3 heures ou une journée et tout. Je ne sais pas à quoi s'en est. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, pour nous, au niveau de la CR, je trouve que ça ne bouge plus beaucoup. Parce que là, d'ici quelques mois, moi hier j'étais dans mes champs en train de mettre de l'azote, il va se remettre à faire beau, on va tout de suite aller dans nos champs, on est en retard parce qu'on a des problèmes météo, et on est très en retard dans nos cultures et dans nos travaux, et donc au jour d'aujourd'hui ça se démobilise, donc on espère avoir un petit regain au moment du salon agricole qui a lieu dans 15 jours maintenant. On espère avoir un petit peu de manifestation. On ne sait pas encore si M. Macron se décide de venir nous voir ou pas. Nous, on est décidé de toute façon de le recevoir. Mieux que l'année dernière. Mais pour ma part, je lutte aussi pour le Frexit, mais aussi contre la démission de M. Macron. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Donc voilà, c'est la première pierre angulaire. Hein. Avant le Frexit, il faut déjà arriver à le foutre dehors, et après, un coup qu'on a fini à Paris, on monte à Bruxelles. Hein. Mais il y a encore du pain sur la planche. Mais en tout cas, merci beaucoup à Uba d'avoir donné la parole et de m'avoir bien écouté. Merci, bonne fin de journée à vous tous. On le remercie. Alors juste, je vais vous retenir un peu votre attention, juste il y a un patriote ici, c'est Karl, hein, c'est bien ça, c'est Karl, d'origine allemande, qui est qui est pour l'AfD en fait actuellement. Vous savez ce qui se passe un peu en Allemagne, hein. On nous a promis avec le bouclier démocratique d'agir de la même manière en Allemagne et ailleurs, comme on a déjà agi en Roumanie, avec l'interruption du processus démocratique d'élection
présidentielle entre les deux tours. Vous voyez, donc voilà, je laisse l'instant. Guten Tag, bonjour. Je m'appelle Karl Lembourg, donc je suis membre des Patriotes français. Et en tant que patriote français, vous êtes vraiment cher à mon cœur parce que je vois des vrais gens, des gens qui nous ont pas laissé tomber. Vous n'êtes pas comme une certaine Marine Le Pen qui nous est tombée dans le dos, hein, qui nous a fait d'une misère. Hein. Quand il fallait se désolidariser de l'AfD, l'alternative für Deutschland, vous connaissez tous, vous avez entendu parler, mais nous sommes beaucoup plus proches de Florian et de vous-même, parce que les patriotes d'Europe vont se unir ensemble. C'est nous qui sommes les vrais patriotes. Les vrais patriotes. Parce que nous n'avons que faire de cette Europe corrompue. Cette Europe corrompue qui est en train de nous faire des misères. Des contrats qui sont signés par des personnes nullement autorisées, comme Madame Ursula, la grande cheftaine autoproclamée, qui a été élue par personne. Et je peux vous dire franchement, ça me fait chaud au cœur de vous voir là, en vrai, en live, parce que nous allons avoir des élections très très bientôt en Allemagne. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir très chaud. Très chaud. Pourquoi ? L'année dernière, j'ai collé des affiches avec mon ami Steve May, qui est aussi un Français de Polynésie française, qui est avec nous aujourd'hui, à 15 000 km d'ici. Hein. Ils ont aimé la France. Ils sont pas venus à la nage, évidemment. Mais franchement, la France, c'est un monde, c'est une planète, c'est une culture, c'est une richesse. Et je voudrais vraiment vous dire merci d'exister. Merci d'exister. Il y a des gens qui veulent nous coller encore sur le dos là. La concurrence entre les agriculteurs allemands et français, ça appartient au passé. Nous sommes ensemble dans le même bateau. On ne veut pas de l'Ukraine. Chez nous, ils vont nous casser, nos agriculteurs. On a marre des agriculteurs qui se suicident dans leurs granges par désespoir. On en a marre de ça. On veut vivre, on veut se lever contre ça. Et vraiment, j'ai envie de vous dire un grand merci d'exister. Vraiment, soutenez Florian Philippot comme vous pouvez, autant que vous pouvez, et laissez tomber les autres. Les professionnels du mensonge, de la politique, qui touchent des gros salaires, parce qu'il faut comprendre, quand vous êtes député à Strasbourg, c'est comme les députés en France, hein, c'est pas que, voilà. Et c'est pas des petits Donald Trump, hein. Donald Trump, il a accepté de ne pas recevoir son salaire, il faut se le dire, ça. Hein, le président des États-Unis, hein. Mais c'est vrai que c'est une autre... Voilà. C'est vrai que c'est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on sait tous, il faut être milliardaire pour être candidat au présidentiel. Donc nous avons soutenu effectivement Donald Trump dans son... Voilà, mais on sait très bien que c'est pas lui qui va nous sauver. Et c'est un allié, et on est très heureux de la tournure que prennent les choses aux États-Unis, surtout avec l'élection au poste de ministre de la Santé de Kennedy, qui a fait quand même depuis des années et des années, s'est beaucoup battu pour pas mal d'enjeux de santé publique, et qui aujourd'hui est enfin dans un poste de responsabilité qui lui permettra d'aller au bout de la démarche. Et nous regardons tout cela avec grand intérêt, et nous avons aussi suivi avec grand intérêt ce qui s'est passé à la Munich Security Conference avec Vance, le vice-président Vance, qui a parlé justement du bouclier démocratique européen, et qu'il trouvait, vu des États-Unis, avec la nouvelle administration, qu'il trouvait ça quand même aberrant ce qui était en train d'arriver, qu'au nom de la démocratie, on empêchait les gens de s'exprimer. Alors c'est quand même une drôle de façon de voir les choses, mais c'est ainsi, c'est-à-dire pour ceux qui ont lu 1984, c'est vraiment ça, c'est le multivers, c'est le mensonge, c'est le ministère du mensonge, hein, c'est comme ça, tout est à l'envers. Hein. Donc en tout cas, merci Karl pour ton intervention. Et aussi, puis une dernière aussi un peu intervention avec Simone qui vient, alors Karl vient aussi avec son ami, vient du 77, donc ils ont fait un long chemin pour venir nous voir. Et Simone, justement, Simone va venir nous voir, elle parle au nom de...
du référent du 77. Aussi, c'est qu'en 2025, on aura du pain sur la planche. Alors, j'ai fait un petit nous l'avons vu, ça bouge en Amérique, il y aura forcément des répercussions chez nous, et on le voit déjà. Et donc c'est pas tout, nous devons lutter pour la liberté d'expression, pour soutenir nos paysans contre le Mercosur. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Lutter contre la guerre en Ukraine, obtenir le référendum d'initiative citoyenne, pour redonner la voix au peuple, obtenir une énergie moins chère pour les ménages et les entreprises, afin qu'elles soient compétitives sur le marché comme nos agriculteurs, nous battre aussi pour protéger nos enfants contre l'éducation sexuelle à l'école. Ce parent d'affaires, hein, c'est pas à l'école. Et bien sûr contre la pédocriminalité. Voilà, on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini tout hein? J'ai presque fini. Nous battre aussi pour la liberté de circuler, hein, parce que les gens qui ont des vieilles voitures, diesel et autres, vont être coincés chez eux. Hein. On va être les gueux. Hein. Voilà. Et aussi, nous pouvons aussi nous attendre à des élections. Voilà, voilà quelques-uns des défis que nous aurons à relever. Merci.